Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne la radio bakambi.co.uk pour tous ceux qui nous suivent et qui ont l'habitude de nous suivre. Nous vous remercions d'être aujourd'hui fidèles à vos postes et de fidèles à votre euh, connexion Internet pour pouvoir nous suivre aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui un invité spécial qui nous a bien fait, qui nous a fait le plaisir de pouvoir répondre à notre invitation. Il s'agit du professeur Jean-Bernard Nkwambon, qui lui est un médecin qui exerce au Congo et qui, par son expérience aujourd'hui, va essayer de nous apporter toutes ses connaissances. Nous allons essayer de lui poser les questions le plus larges possible. Donc, vous l'aurez compris, cette émission dépassera sûrement les 1 heure. Mais en tout cas, nous allons essayer de répondre aux questions que les Congolais se posent et que tous les auditeurs, qu'ils soient en Europe, en Afrique, aux États-Unis, dans le monde, partout où vous vous trouvez et que vous pouvez vous connecter sur notre chaîne, sur notre radio, Bakambi Radio, vous allez écouter ce professeur qui, avec toute son expérience, nous emmènera à comprendre aujourd'hui la situation sanitaire dans notre pays, dans nos pays. Et nous allons tout de suite commencer par notre intro et aussitôt après, nous allons appeler le professeur Monsieur Mbon. Comme nous l'avons dit, nous allons appeler donc le professeur Nkwambon qui nous a bien fait, qui nous a vraiment qui a accepté notre invitation et qui s'est rendu disponible. Donc nous allons tout de suite passer notre appel pour pouvoir commencer avec notre invité et lui poser les questions que tout le monde évidemment attend. Allô, oui. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien sur la chaîne Bakambi Radio. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Vous n'imaginez pas, tous ceux qui vous écoutent aujourd'hui ou qui vont vous suivre sont impatients d'entendre ce que vous allez nous dire. Et avec les questions que nous allons vous poser, nous allons devoir commencer pendant 20 minutes. Je vais vous poser quelques questions et puis nous allons appeler notre consultant, M. Gaïno, qui est en France. Lui aussi va nous aider à mieux comprendre la situation sanitaire au Congo en particulier, mais aussi en Afrique et dans le monde. Et évidemment, avec toutes vos connaissances, nous espérons qu'aujourd'hui, nous aurons une très très grande interview. Donc, je vais tout de suite commencer par vous demander, comme à tout le monde, professeur, est-ce que vous pouvez vous présenter et dire à nos auditeurs qui êtes-vous? Alors, je suis donc Jean-Bernard Nkwambon, je suis médecin cancérologue, ancien étudiant en médecine de la faculté des sciences de Brazzaville. Donc, j'ai terminé la médecine en décembre 83. Oui. Puis, je suis monté en Belgique en 85 pour faire une spécialisation en oncologie médicale à l'Institut Jules Bordet, donc de l'ULB. Oui. J'ai fini en 91. Je suis retourné au pays en 93. Et puis, depuis là, j'exerce comme cancérologue au pays. D'accord. Ce qui n'est pas très classique pour les Congolais, c'est de voir que vous avez fait une partie de vos études en Belgique. En général, les Congolais, eux, ils vont en France. Pourquoi la Belgique? Pourquoi avez-vous choisi la Belgique? Alors, nous avons été interrompus de manière involontaire par de la technique. Je pense qu'on a eu un problème technique. Nous allons essayer de rappeler le professeur pour voir avec lui, pour pouvoir continuer avec lui, parce que ça a été une interruption involontaire. Excusez-nous pour la technologie. Encore une fois, excusez-nous. Nous allons relancer l'appel. Oui, professeur, on a été interrompu. Oui, je l'ai observé moi aussi. Oui, tout à fait. Nous excusons. Donc, j'étais en train de vous poser la question. Comment se fait-il qu'en règle générale, les Congolais, ils se forment en France et là, vous avez choisi la Belgique. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller en Belgique? Alors, quand je termine la médecine à Brazzaville, donc je suis intéressé fortement par la cancérologie. Oui. Donc, il se fait qu'à cette époque-là, il n'y avait pas un diplôme de spécialisation en cancérologie en France. D'accord. Par contre, il y en avait un en Belgique. Donc, on avait fait les démarches au départ de Brazzaville. On a pris contact avec l'Université libre de Bruxelles en Belgique. Oui. Et j'ai été accepté après un test pour être formé à l'ULB. Il faut dire qu'on a ouvert la spécialisation en oncologie médicale 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 87. Mais quand je suis arrivé en 85, il y avait qu'en Belgique et en Suisse, pour l'espace francophone, où on formait les cancérologues. D'accord. Donc, vous avez fini vos études et puis après, vous êtes rentré au Congo aussi, toi, après?
Oui, quand j'ai terminé mes études, donc j'ai laissé ma famille ici, je suis retourné au pays parce que j'avais ma vieille maman qui était là-bas, restée là-bas toute seule. Oui. Et j'avais besoin de l'accompagner, de l'aider, voilà. Donc j'avais fait le choix de retourner au pays. D'accord. Alors, professeur, vous avez vu comme nous, aujourd'hui, on a reçu, on va parler un peu de l'actualité, on a reçu des images un peu du Congo avec des informations qui peuvent être vraies ou fausses. Il y a aujourd'hui des décès qui s'ajoutent à d'autres décès et tout est aujourd'hui attribué, ou une bonne partie de ces décès sont attribués au Covid-19. Pensez-vous que la situation au Congo-Brazzaville et en Afrique soit alarmante? Bon, alors je crois que quand on a annoncé les alertes au début de l'épidémie en Chine, Oui, on a annoncé une hécatombe pour l'Afrique. oui, Dieu merci, cela ne s'est pas passé comme prévu. Et c'est une bonne chose d'abord, d'ailleurs. oui. Il faudrait s'en féliciter que la nature nous ait épargné ce drame-là. D'accord. Ce qui est vrai, c'est que depuis un moment, on observe, oui, ici et là, à gauche, à droite, une avancée en termes de nombre de cas des porteurs du coronavirus. Oui, oui. Ça devient préoccupant en effet. D'accord. Alors pour vous qui êtes un acteur du Congo-Brazzaville, vous pouvez dire aujourd'hui à nos auditeurs, est-ce qu'aujourd'hui le corps médical congolais, comme dans d'autres pays, hein, c'est pas seulement au Congo, mais on a vu en Europe, c'était une surprise pour beaucoup, et on a vu qu'il y avait des formes, entre guillemets, d'incompétence ou plutôt de surprise face à la maladie ou à la pandémie. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les gens, le système de santé congolais peut répondre à cette pandémie qui fait peur aujourd'hui vraiment? Est-ce qu'on est équipé pour faire face? Bon, alors, pour tout vous dire, vous savez, au début du mois d'avril, j'avais pris l'engagement de tourner la page du Covid parce que je ne voulais plus en parler. À l'époque, quand j'en parlais, il y en a qui pensaient que j'avais un comportement subversif. Il y en a d'autres qui pensaient que j'étais en train de m'amuser sur les réseaux sociaux pour raconter tout et n'importe quoi. Mais aujourd'hui, l'histoire, elle est là. Et l'histoire, malheureusement, elle est implacable. Donc, si on nous avait écouté à cette époque-là, on aurait pu s'organiser autrement. Donc, je crois que la question, il faut la poser aux animateurs de la riposte du Covid à Brazzaville. Moi, je suis en Belgique depuis le 15 mars. J'étais venu pour retourner le 4 avril. J'ai été surpris ici par le confinement. Donc, depuis là, je suis resté sur place ici en Belgique. Je crois que cette question mérite d'être posée à ceux qui dirigent la riposte à Brazzaville. Le médecin que je suis, je sais que nous avons beaucoup de difficultés avec nos hôpitaux. Il est très difficile de prendre en charge convenablement les malades aujourd'hui. La crise aidant, donc les équipements ne sont pas renouvelés. Bon, écoutez, nous on fait ce qu'on peut. Oui, oui. Mais les Congolais qui sont inquiets, pour vous qui êtes un expert, professeur de la médecine, vous avez quand même des conseils, ou bien vous pouvez dire aux Congolais aujourd'hui, même si ici et là il y a des critiques, on peut imaginer que vous avez quand même une idée du niveau d'équipement de notre corps médical. Bon, alors, pour parler du Covid, je crois qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai la compétence, j'ai la légitimité pour en parler. D'accord. Oui. Oui. Je suis médecin et mon épouse est également médecin. Elle est chef de service en Belgique. Oui. Et quand cette affaire a commencé en Chine, avant qu'elle ne débarque en Belgique, elle avait commencé à me sensibiliser. Donc, j'ai été parmi les tout premiers à être sensibilisé. Donc, je pensais qu'on pouvait s'organiser pour prendre des précautions, pour qu'on s'organise, pour que si jamais l'épidémie arrive chez nous, et qu'on soit prêt à y faire face. Bon, malheureusement, vous savez, là où il y a des hommes, c'est toujours difficile. Hein. Il est toujours difficile, il est très dur de haïr ceux qu'on voudrait aimer. Bon, et ça c'est Voltaire qui l'a dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et malheureusement, et quand nous avons commencé à parler de cette histoire, on ne nous a pas compris. C'était très, très, très difficile, hein, très, très difficile. Bon, vous savez, le Covid, c'est une nouvelle maladie. Hein. Pour reprendre ce que disait Voltaire au XVIIIe siècle, avec le Covid, les médecins administrent des médicaments dont ils savent très peu, à des malades dont ils savent moins, pour guérir des maladies dont ils ne savent rien. Ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau. Il faut avoir l'humilité de dire que je ne suis pas très au courant, que j'ai besoin de travailler avec les autres, qu'on a besoin de mutualiser nos compétences et nos intelligences pour essayer de trouver des solutions parfois les plus simples.
Alors, pour revenir à votre question, parler du plateau technique, c'est très difficile. Vous savez, les pays africains sont quasiment les mêmes. Hein. Nous sommes dans le même paradigme, on a les mêmes problèmes. Oui. Ce qui se passe au Congo, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est ce qui se passe au Gabon. Bon, à des degrés variables. Il faut dire que nous avons les mêmes problèmes. Tout à fait. Tout à fait. Et aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui que des plans de déconfinement sont mis en place et tout ce qui permet que la vie active puisse reprendre, et il y a des pays comme en Allemagne ou même en Espagne où on dit attention, halte, il faudrait peut-être prendre du temps pour pouvoir y aller doucement. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays africains, qui aussi sont en train de se mettre en déconfinement, pensent que c'est le moment d'y aller et de se déconfiner. Mais avant ça, j'aurais voulu, si vous pouviez, pour nos auditeurs, de manière assez simple, nous dire qu'est-ce qu'est le Covid-19 aujourd'hui pour vous? C'est quoi? C'est une nouvelle maladie pour laquelle les connaissances s'améliorent jour après jour. Oui. Maladie pour laquelle aujourd'hui on connaît la physiopathologie. Vous savez, c'est l'une des rares maladies où on va très vite dans la connaissance de ces mécanismes, mais on est encore buté au traitement parce que nous sommes toujours à la recherche du traitement. Donc c'est comme une grippe, mais une grippe un peu plus agressive pour ceux qui font les symptômes. Il faut quand même reconnaître que il y a 80% de personnes qui contractent le coronavirus qui ne font pas la maladie. Il ne reste que 20%. Et dans les 20%, il y en a 5% des gens qui iront en réanimation. Donc, quand vous regardez les grosses épidémies à travers le monde, oui. Le Covid-19 n'est pas aussi gravissime que cela. Mais c'est une maladie qui a impacté la conscience des uns et des autres par la violence des morts que nous avons vues à travers le monde. Vous voyez, il y a eu des hécatombes en Italie, il y a eu des hécatombes en France, il y a eu des hécatombes en Belgique. En Angleterre. Mais quand vous rassemblez toutes ces données-là, vous vous rendez compte que ça n'a pas beaucoup tué que la grippe ordinaire. Vous voyez. Alors pourquoi cette panique? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, mais pourquoi cette panique? Parce que c'est une maladie qui est arrivée, elle est inconnue, et cette pandémie a fait vraiment peur. Ah oui, cette bestiole-là a mis tout le monde à genoux. Pour la première fois, on a vu comment les gens tombaient comme des mouches. Vous voyez, d'ordinaire, quand il y a une épidémie aussi grave que celle de la grippe qui tue beaucoup de monde, oui. On ne voit pas des cadavres comme ça. Pour la première fois, vous avez des pays comme l'Italie où les pompes funèbres ont fait un chiffre d'affaires extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont gagné en quelques mois ce qu'ils gagnent en 10 ans. Vous voyez, donc ce sont ces images atroces qui ont montré la fragilité humaine, oui. Qui nous ont montré que nous n'étions rien, alors vraiment rien, dans ce monde. Oui. Tu vois, ce petit virus nous a mis au pas. Oui, il a mis les hommes au pas pour dire que sur Terre, tout peut arriver à tout moment parce que chacun a des occupations. Peut-être qu'on était resté dans un quotidien où on pensait contrôler le monde et donc ça a remis le monde un peu dans la peur. Le professeur Raoul, quand on parle du traitement, lui, il est l'un des professeurs les plus controversés. J'imagine que vous suivez un peu ses travaux. Et nous, qui avons grandi au Congo, on a utilisé un traitement qui, pour beaucoup, pour le palu, était la seule solution. Est-ce qu'il y a pour vous, excusez-moi, mais vraiment de manière assez basique, y a-t-il une différence entre la chloroquine et l'hydrochloroquine? Bon, non, l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine, c'est une variante de la chloroquine. C'est une question de formule. Et il faut dire que tout cela provient de la quinine, donc le quinquina. C'est une très vieille molécule. C'est quelque chose que nous avions tous consommé quand on était enfant. Oui. Et donc, quand on parle de la chloroquine, de l'hydroxychloroquine, dans leur débat ici, ça me fait sourire. Enfin, il faut bien qu'il y ait ce genre de débat. Vous savez, quand une question soulève des opinions violemment contradictoires, oui. On peut assurer qu'elle appartient au domaine de la croyance et non à celui de la connaissance. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme si les gens sont dans le domaine de la croyance. C'est-à-dire pour tout vous dire, moi je suis un peu fan de Didier Raoul, oui. Pour plusieurs raisons, parce que c'est quelqu'un de totalement libre, c'est un homme indépendant, c'est un érudit, c'est un homme de science, c'est un savant,
il a à son actif et à son crédit des bactéries qui portent son nom. Vous avez une bactérie qui s'appelle Raoulta, c'est lui. Il a écrit dans des bouquins, les meilleurs bouquins d'infectiologie au monde. Donc, je crois que au-delà du fait qu'il puisse paraître comme un gourou, c'était un grand homme de science. Je crois que on devrait faire attention avec tout ce que l'on dit sur cet homme-là. D'accord. Alors, est-ce que pour vous, l'hydrochloroquine, bon, évidemment en France, il y a une loi qui interdit de la prescrire. Vous avez compris, vous, le débat qui a fait qu'on est arrivé à interdire l'hydrochloroquine. Pourquoi? Pour l'hydroxychloroquine. Pourquoi on est arrivé là? Bon, il faut dire que derrière tout ça, il y a toujours l'industrie pharmaceutique. Quel est l'intérêt des industries pharmaceutiques de faire la promotion d'un médicament qui coûte un copec, alors que pour la même maladie, on peut faire la promotion des nouveaux traitements qui peuvent coûter 100 ou 200 euros par traitement. Vous voyez, donc c'est très malsain comme débat. Et puis quand on regarde ce que disait le professeur Didier Raoul, oui. Pour lui, il faut donner l'hydroxychloroquine au début, pas quand les gens vont en réanimation. Or, quand vous regardez les essais, les Discovery ou Recovery, oui. On a donné cette molécule-là aux gens qui sont en réanimation. Mais Didier Raoul l'avait dit, quand les gens vont en réanimation, le médicament n'est plus efficace. Maintenant, ce qu'on peut, dire à Didier Raoul, qui aurait entaché un peu, si vous voulez, le crédit ou la crédibilité de ce médicament, c'est de ne pas avoir conduit, si vous voulez, un essai thérapeutique selon les règles en vigueur aujourd'hui. Bon, vous savez, en période de guerre, les savants, parfois, se passent de méthode. Oui. Ils deviennent moins méthodologistes et ils font un peu ce qu'ils veulent. Hein. C'est le pif, hein, c'est le flair. Oui. Et je vois que Didier Raoul, c'est quelqu'un qui fonctionne au flair. D'accord. Alors, autre chose, c'est qu'on a vu avec le confinement, plus cette pandémie, on a vu se développer, ça on parlera avec M. Gagné tout à l'heure, on a vu se développer une autre forme de médecine qui, je crois comprendre, et aujourd'hui votre dada, c'est une nouvelle médecine moderne qui passe par des nouvelles technologies. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'Afrique a compris que l'après-pandémie emmenait une nouvelle ère dans la médecine? Mais je n'en sais rien. Vous voulez parler de la médecine du futur? Oui. Si j'ai compris votre question. Tout à fait. Ah, mais la médecine du futur, c'est tout autre chose. La médecine du futur, c'est ce que nous allons vivre dans les 10 années à venir. Est-ce que l'Afrique est prête pour prendre le train de la médecine du futur en marche? Je ne suis pas sûr. En dehors des pays du Maghreb qui travaillent depuis un bon moment, je ne suis pas sûr. Comment voulez-vous intégrer la médecine du futur si vous n'avez même pas de scanner dans vos pays? C'est très difficile. Comment voulez-vous intégrer la médecine du futur si vous ne savez même pas ce que c'est qu'un respirateur? Encore quand vous avez le respirateur, il faut que vous ayez les accessoires qui vont avec. Moi, j'entends les débats à gauche, à droite, on parle des respirateurs comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais ce sont des vieilles machines, les respirateurs. C'est aussi vieux que Mathusalem, hein, les respirateurs. Oui. Bon, la médecine du futur, c'est ce qui va changer le monde de demain. Il y aura très peu de médecins, il y aura beaucoup de robots. On aura affaire à des consoles, c'est le digital, c'est la numérisation. Tout va changer. Tout va changer. Oui. Voilà. C'est-à-dire que pour vous donner un exemple, c'est comme la banque. Il y a 15 ans, vous aviez derrière les guichets à la banque beaucoup de gens. Aujourd'hui, vous pouvez aller dans une banque où vous n'avez personne. Vous faites un dépôt, vous n'avez personne. Oui. C'est la machine qui prend l'argent, c'est la machine qui vous répond. Aujourd'hui, vous pouvez faire des virements depuis votre maison. Oui. Vous avez votre ordinateur, vous faites des virements. Mais ça, c'est l'intelligence artificielle qui a commencé. Oui. C'est le travail des big data, ça. Oui. Et ça va arriver en médecine. Croyez-moi, demain, le malade ira voir un médecin. Oui. Peut-être même pas un médecin, peut même s'adresser à une machine, introduire les symptômes qui sont les siens dans la machine. Et la machine va lui dire, écoutez, monsieur, je vous propose de faire tel examen parce que les hypothèses diagnostiques, c'est ça et ça. Et vous allez faire vos examens. Vous introduisez dans la même machine les résultats et la machine sera capable de vous dire, vous présentez telle pathologie et je vous propose tel type de médicament. Et on va vous délivrer donc une ordonnance que vous irez dans un autre café ou une autre structure, oui. Vous l'introduisez comme si vous l'avez introduite dans une machine à billets, là, et puis vous avez votre médicament qui tombe et vous commencez à consommer votre médicament. Vous n'aurez vu aucun médecin.
Ça va arriver demain. Ça va arriver. La médecine de demain va changer. Oui. C'est comme en chirurgie demain, il y aura très peu de chirurgiens. La chirurgie sera robotisée. Et on aura très très peu d'erreurs parce que les chirurgiens, enfin les robots chirurgicaux seront très très près de la réalité et feront des traitements qui sont très très proches de ce qu'on attend du chirurgien. Vous voyez, donc c'est ça la médecine du futur. Ça va beaucoup changer la médecine. Et là où il y avait besoin de 15 ou 20 médecins, on n'aura que besoin de 2 ou 3 médecins. D'accord. Mais vous qui êtes professionnel, alors, sans rentrer dans le politique, parce qu'en général, le politique vient pour réguler ce que les professionnels réclament. Vous qui êtes sur le terrain, est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas vraiment d'équipement, est-ce que vous avez réclamé ces équipements? Est-ce que le technicien qui est sur le terrain a vraiment mis en valeur tout ce qu'il fallait pour qu'on bascule ou qu'on se prépare? Parce que demain matin, là, comme vous dites, la future médecine, elle sera forcément chère et je ne crois pas que les gens qui sont en Afrique auront les moyens d'avoir accès. Est-ce que vous n'avez pas une autre solution? Nous ferons Non, mais si nous ne ferons peut-être pas la médecine du futur avant 50 ans. Mais nous continuons à faire la médecine qui est la nôtre aujourd'hui. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand nous irons dans des congrès, nous ne parlerons plus le même langage. Vous voyez? Oui. Nos collègues étrangers et nos collègues de l'Extrême-Orient ou des États-Unis ou d'Europe vont parler un langage qui sera différent du nôtre. D'accord. Est-ce qu'on peut pas il ne faut pas désespérer. Nous avons des capacités, nous avons des hommes, nous avons des cerveaux. On va travailler pour s'arrimer à cette médecine du futur. D'accord. D'accord. Alors, on va appeler notre consultant qui va lui aussi continuer avec vous, dans le même ordre, avec peut-être plus de précision que je le fais aujourd'hui, je le fais en ce moment. Donc, on va appeler M. Gaïno, qui va lui aussi participer au débat. Bon, en attendant qu'on puisse l'avoir, vous me laissez une petite seconde. On est en train de l'appeler. J'espère que M. Gaïno va décrocher tout de suite. Allô, M. Gaïno? Oui. Oui, moi, je pense que vous avez suivi le débat avec... Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez suivi le professeur. Oui, bonjour. D'accord. Vous avez suivi le professeur Nkwamban qui a commencé à nous esquisser un peu, un peu de manière générale la médecine chez nous avec le Covid-19. Je vous laisse. Est-ce que vous avez des questions un peu plus précises à lui poser? Oui, professeur, bonjour. Bonjour. Oui, bon, je suis M. Gaïno, congolais, comme mon nom doit vous dire quelque chose. Bien, je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt parce que ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde nous concerne plus particulièrement au Congo. Alors, on apprend chaque jour le nombre de décès au Congo, souvent contesté parce que bon, les gens n'ont pas la preuve ou parce que bon, est-ce que vous pensez que la communication au Congo, elle est faite comme il se doit, comme elle devrait être faite pour que les citoyens puissent effectivement se rendre compte qu'il s'agit là d'une pandémie et qu'il faudrait prendre, si vous voulez, les dispositions, disons, de prévention qui ont été prévues. Bon, vous savez, ce genre de questions apporte souvent de la polémique. S'il m'avait été demandé à moi, Nkwamban, de bâtir une stratégie de communication, je n'aurais peut-être pas fait comme ils ont fait là-bas à Brazzaville. Ils ont certainement des raisons pour faire cette communication. Mais une communication doit être bâtie sur la base d'un certain nombre de critères rationnels et scientifiques. Il faut commencer par dédramatiser cette pathologie qu'est le Covid-19. Or, à Brazzaville, comme dans la plupart des pays africains aujourd'hui, les porteurs de ce virus sont stigmatisés. Il n'y a aucune raison qu'ils soient stigmatisés. Mais c'est tout simplement parce que la communication n'a pas été orientée vers, si vous voulez, les progrès qui sont faits dans le diagnostic et la manière que l'on utilise aujourd'hui pour prendre en charge ces malades-là. Donc, il y a moyen de dédramatiser. Comme je l'ai dit à votre collègue, 80% des gens qui contactent le coronavirus ne font pas la maladie. Et nous avons la chance d'avoir une population très jeune et nous sommes sous les tropiques. Donc aujourd'hui, comme on ne fait pas de dépistage de masse chez nous, je suis persuadé que nous avons beaucoup de cas de Covid dans notre communauté et ce sont des gens qui ne font pas la maladie. Vous voyez? Si on avait communiqué autrement, je ne dis pas qu'ils ont mal communiqué,
Mais moi, ma méthode n'aurait pas été celle-là. Et puis, pour communiquer, il faut s'asseoir. Il faut trouver des éléments de langage. Hein, il faut trouver des éléments de langage simples, clairs, précis, qui atteignent les populations. Et faire des populations des partenaires pour que le langage soit relayé de maison en maison. Bon, je ne sais pas là où ça a coincé au niveau de Brazzaville. Moi, je fais pas partie de cette équipe-là. Et je suis gêné de parler du Covid de Brazzaville parce que j'ai tourné franchement la page de cette affaire. Oui, bon, merci. Vous ne pouvez pas tourner complètement la page étant donné que ça nous concerne. C'est quand même une maladie qui nous touche tous, hein, par les parents qui sont là-bas. On vous comprend, mais si vous voulez, moi j'ai lu la déclaration du Premier ministre qui parle des mesures, hein, la déclaration qu'il venait de faire le 16 mai 2020, là, il en a fait encore une autre, où on parle des mesures préventives. Alors, or, nous sommes dans un pays où, vous savez, les couloirs de déplacement chez nous, d'une parcelle à une autre, tout ça là. Alors, est-ce que le gouvernement n'aurait pas dû, d'abord, bon, c'est pas vraiment c'est pour éclairer l'opinion, c'est pas pour polémiquer, mais est-ce que le gouvernement n'aurait pas dû d'abord étudier un peu nos propres réalités au lieu de toujours d'adapter, de prendre les méthodes qui sont données ailleurs pour les imposer dans nos populations? Est-ce qu'on n'aurait pas dû d'abord réfléchir comment nous pouvons sensibiliser notre population et comment éviter justement ces contacts qui sont très fréquents au cours des veillées, au cours de tous les événements chez nous, et en même temps une fréquentation avec des parcelles qui sont poreuses. Donc on traverse d'une parcelle à une autre. Est-ce qu'on n'aurait pas dû peut-être mieux faire? Parce qu'aujourd'hui, on constate quand même que le taux de mortalité est en train d'augmenter au Congo. Bon, c'est une excellente question. Je crois que le gouvernement n'est pas fait de sachant. Le gouvernement s'appuie sur un collège qu'ils ont appelé le collège des experts. Encore que sur le plan sémantique, ce mot-là me révulse un tout petit peu. Vous rejoignez le professeur Raoul dans ce cas-là. Au Congo, il n'y a aucun expert qui a eu à gérer le Covid. Ce sont des sachants. Vous avez vu en France, ici on ne parle pas du comité d'experts, ce sont des sachants. C'est un comité scientifique qui est fait de sachants. Oui. Donc, ce sont ces gens-là qui sont appelés, qui sont habilités à conseiller le gouvernement. Vous voyez? Mais quand vous regardez ce comité, ce collège des experts, je n'ai pas vu un sociologue, je n'ai pas vu un anthropologue, je n'ai pas vu un philosophe, je n'ai pas vu un psychologue. Il y a même très très peu de virologues, il y en a même très très peu d'infectiologues. Vous voyez? Donc déjà à ce niveau-là, ça pose problème. Bon, qu'à cela ne tienne, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Si on avait mis en place un véritable comité scientifique avec tout ce monde que je venais de citer, peut-être que les sociologues nous auraient conseillé autre chose. Parce que le Congolais qui vit au jour le jour, aller le confiner ou le bloquer dans sa maison alors qu'il doit être à poto-poto pour chercher du pain, c'est très difficile pour lui. Il ne faut pas déplacer le problème. Il ne faut pas créer un problème à la place d'un autre problème. Bon, cela a été fait. Je ne sais pas, je ne connais pas l'évaluation qui a été faite du confinement. Parce que pour confiner, on ne confine pas n'importe comment. Vous savez ça? Les épidémiologistes s'asseyent sur une modélisation qui s'appuie sur des éléments mathématiques. On vous donne le schéma du confinement. On ne dit pas comment tu te lèves demain matin, bon, allez, on te confine. Non. Vous confinez pourquoi? Vous avez des variables que vous avez définies au départ, que vous allez évaluer à la fin du confinement. Je ne sais pas si ce travail a été fait. Je ne suis pas de la riposte. Je présume qu'il y a une cellule de recherche épidémiologique qui pourra peut-être vous répondre, vous dire qu'on a confiné sur telle modélisation, parce qu'on s'est appuyé sur tel modèle mathématique. Mais ça m'étonnerait, vous savez, je suis au Congo depuis très très longtemps, j'ai quand même 61 ans, donc je tends vers ma finitude, donc je peux me permettre certaines discrétions. Donc, je crois qu'on a confiné sur une base qui n'a pas été rationnelle. Donc, peu importe, on a déconfiné. Mais quand on déconfine, il me semble qu'on a plus de cas qu'aujourd'hui. Mais nous avons une chance extraordinaire, c'est d'avoir une population jeune. Nous avons une chance extraordinaire, c'est d'avoir
tous fait le coronavirus quand on était enfant. Donc, il y a ce qu'on appelle l'immunité croisée là-bas au niveau du pays. Et je continue à croiser les doigts pour que le chaos n'arrive pas chez nous. Vraiment, je prie le bon Dieu pour que ça n'arrive pas, même si je pense qu'avec la saison sèche, nous allons assister à une circulation beaucoup plus rapide de ce virus. Vous avez appris qu'il y a des gens qui commencent à tomber à gauche, à droite. Ça sont des gens que vous connaissez. Il faut espérer que ça s'arrête. Mais j'espère que la riposte fait son travail pour sécuriser les Congolais. Merci, professeur, pour cette réponse. Mais je continue. Vous avez parlé de saison sèche, c'est vrai. Mais la saison sèche chez nous, c'est plutôt le changement de climat. Le climat est un peu plus humide. Par exemple, dans le plateau, les températures baissent. Il y a un peu disons, des retombées de rosée. Donc, tout ça, ça pourra favoriser la circulation, si vous voulez, du virus. Mais alors, est-ce que, étant donné que les mesures qui ont été prises sont peut-être respectées au niveau des grandes villes, et encore, mais dans l'arrière-pays, à savoir les villes qui sont un peu très éloignées, avec une population assez homogène, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour épargner au moins cette population de cette pandémie? Vous voyez, cette question-là, elle est très difficile pour moi. Il y a un monsieur qui est un médecin, c'est un grand épidémiologiste, c'est le docteur Moka. Vous aurez posé cette question au docteur Moka et vous aurez apporté la réponse parce qu'il a l'habitude de gérer les épidémies. Et cette figure-là aurait dû faire partie du comité ou du collège de riposte parce qu'il aurait apporté énormément. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, pour revenir à votre question, je crois que l'arrière du pays n'est pas très atteint. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de cas dans l'arrière du pays. Les villes les plus atteintes, pour l'instant. Oui, pour l'instant, oui. Ben, il faut prier le bon Dieu pour que ça s'arrête entre Brazzaville et Indonésie. Voilà. Donc, je crois que si on fait un bon travail au niveau de Brazzaville et un bon travail au niveau de Pointe-Noire, il y a moyen de circonscrire cette épidémie. Je dis que si vous avez des hommes, je dis bien des hommes, qui connaissent ces choses-là, qui ont cette compétence, je crois qu'en 6 à 8 semaines, je dis bien 6 à 8 semaines, on peut circonscrire ce problème-là. Ce n'est pas très compliqué. Si on a pu le faire en Angleterre, là où vous êtes, si on a pu le faire ici en Belgique, parce qu'il y a eu une conjugaison de plusieurs éléments, de plusieurs facteurs pour y arriver, au Congo, on peut y arriver également. Bon, maintenant, il faut laisser la chance à l'équipe de la riposte qui est là-bas, qui a commencé, je crois, depuis le mois de mars. Peut-être que d'ici 2 semaines ou 3 semaines, que la courbe va commencer à s'infléchir. Peut-être qu'on va atteindre le pic. Parce que n'oubliez pas qu'on nous avait annoncé un pic pour le 5 ou le 6 juin. Mais je crois que ça avait été fait sur une base totalement erronée. Et plus personne n'a communiqué là-dessus. Et je crois qu'il est extrêmement grave de dire des choses de cette importance sur des médias internationaux quand on n'a pas la maîtrise de ce que l'on dit. Voilà, ça c'est une parenthèse. Professeur, excusez-moi, je vous pose une question. En vous écoutant, on a quand même le sentiment que les Congolais qui sont inquiets quand ils vont au CHU, qu'on appelle désormais le CHTU, et que ce soit à Brazzaville ou à Pointe-Noire ou ailleurs, les Congolais ont peur de leurs hôpitaux. Là, vous semblez un peu dire qu'il y a une forme d'incompétence de la part du corps médical et que le Covid-19 n'arrive qu'à montrer qu'une certaine forme. Non, le corps médical n'est pas incompétent. La médecine, elle est la même partout. Oui. Avant le Covid, le CHU était ouvert, on soignait bien les malades. Oui. Non, le problème, c'est un problème de communication. Vous savez, face à une nouvelle maladie, si les gens ne sont pas informés, si les soignants ne sont pas formés, et si pour une maladie qui tue, parce qu'on a tous vu les images de l'Occident, oui. Si les soignants ne sont pas protégés, ils prennent peur. Et s'ils prennent peur, quand ils vont à la cité, ils en parlent. Mais ce sont des humains. Tout à fait. Qui aujourd'hui, même moi qui vous parle, qui acceptera d'aller mourir à la place de l'autre, alors qu'on peut éviter que je meure? Personne. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Si la communication est bonne, si les gens sont rassurés, il n'y a pas de raison que les hôpitaux soient désertés. Il n'y a vraiment pas de raison.
D'accord. Aujourd'hui, si vous avez un parent qui vous dit qu'il est malade, et peu importe la maladie, ce qu'on voit, on entend les Congolais disent qu'aujourd'hui, il n'y a plus une autre maladie à part le Covid, on ne parle plus des autres maladies, et que tous ceux qui décèdent ou tous ceux qui vont se faire soigner ont peur parce qu'aussitôt on est envoyé vers le Covid-19. On a reçu une coupure de journal où des policiers se sont fait passer pour des malades et ils ont tout de suite compris que les médecins, enfin le corps médical, ne soignait pas et traitait tout le monde comme des malades du Covid-19. Bon, je vais être un peu méchant. Oui. Je crois que au monde, il y a des niais, des sots, des cancres partout. Vous voyez? Il ne faut pas faire des amalgames. Oui. Encore une fois, il faut que la riposte revoie sa communication. Si elle peut revoir la communication, ce serait certainement une très très bonne chose. Je crois qu'il faut trouver des hommes et des femmes capables de communiquer différemment. Il ne faut pas qu'on dramatise le Covid-19. De grâce, faisons l'effort de ne plus stigmatiser les malades, de ne plus stigmatiser ceux qui en sont porteurs. Oui. Encore une fois, sur 100%, il n'y a que 20% qui font la maladie et sur les 20%, il n'y a que 5% qui vont en réanimation et sur les 5%, il y a à peu près 3% qui meurent. Vous voyez? C'est-à-dire que le cancer tue plus que le Covid. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Les AVC tuent plus que le Covid. Le diabète tue plus que le Covid. L'infarctus tue plus que le Covid. Le paludisme en Afrique aussi, je crois. Comment? Le paludisme. Oui, le paludisme, bien sûr. Bon, le sida, aujourd'hui, on a fait des efforts. La maladie est rentrée dans sa phase de chronicité. Donc, Dieu merci, on arrive à garder nos frères en vie le plus longtemps possible. Donc, vous qui gérez les médias, faites passer des messages. Il ne faut pas que les gens prennent peur ou les gens aient peur du Covid. Il faut que les malades retournent vers les hôpitaux. Maintenant, il revient à ceux qui animent la riposte de mettre en place les éléments nécessaires pour que tout le monde soit sécurisé. Il s'agit de cela. Ce n'est pas de la sorcellerie, ça. Je vous ai dit qu'avec des baroudeurs en 6-8 semaines, vous avez circonscrit le problème du Covid. C'est pas difficile, pas compliqué. Voilà. Oui, professeur, vous avez parlé de l'intelligence artificielle, c'est vrai. On va quand même essayer un peu d'aborder ce volet qui est le volet d'avenir. Et quand on regarde certains pays d'Afrique, vous avez une évolution qui n'est pas comparable. Vous avez les pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont quand même un peu plus évolués que les pays de l'Afrique centrale. Bien, aujourd'hui, nous reconnaissons qu'au Congo, par exemple, il manque beaucoup même de structures de base. Déjà, il faut parler de l'Internet. Mais vous êtes quand même un haut cadre de ce pays. Et donc, comment vous, les intellectuels, vous entendez vous peser pour que le pays puisse changer le modèle de fonctionnement en ce qui concerne aujourd'hui, si vous voulez, l'Internet, parce que c'est quand même un moyen qui a révolutionné le monde entier. Aujourd'hui, on se communique plus facilement, on se voit à distance, on peut se soigner facilement, mais nous sommes en train de prendre un retard qui sera encore beaucoup plus considérable comme le retard qu'on a pris économiquement. Qu'est-ce que vous pouvez apporter ou que peuvent faire les intellectuels du Congo pour que cela puisse changer? Bon, vous savez, le mot intellectuel a toujours été galvaudé. Il ne faut pas confondre les sachants avec les intellectuels. Les intellectuels, ce sont les gens qui manipulent les sciences humaines, ils sont dans les sciences de l'esprit. Le médecin n'est pas forcément un intellectuel, il le devient quand il devient philosophe à la fois. Vous avez très peu d'ingénieurs qui sont intellectuels. Donc, il faut faire attention avec ce mot-là. Et je prends à témoin certains intellectuels qui sont au pays qui seront d'accord avec moi. Bon, pour revenir à votre question, je crois que gouverner, c'est prévoir. Nous avons la chance d'être un petit pays. 5 millions d'habitants, c'est ça la population du Congo. Oui, aujourd'hui. 5 millions d'habitants. Oui. La population du Congo, c'est, si vous voulez, le tiers de la population de Kinshasa. La moitié de Londres. Le tiers de la population de Kinshasa. Donc, est-ce que vous imaginez
que nous ne sommes pas nombreux. Donc, ça veut dire qu'avec un peu de volonté, avec un peu de courage, ce qu'on n'a pas pu faire en 50 ans, on peut le faire en 5 ans. Je vous prends un exemple tout simple. Hein. Nous sommes 5 millions d'habitants. Une famille congolaise est composée à peu près de 5 personnes. Vous savez que pour loger les 5 millions d'habitants, vous avez besoin de 800 000 appartements. 800 000 appartements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous construisez 400 000 appartements à Brazzaville, 230 000 à Pointe-Noire, et le reste vous mettez dans les régions, vous avez logé tout le monde. Et c'est faisable. Donc ça, on peut le faire en 5 ans. Vous voyez? Ça, c'est un problème de courage politique. On dit, bon, on a de l'argent, on ne va pas tout faire à la fois, on peut le faire en 5 ans, premièrement. Deuxièmement, on peut dire, pour que nous allions demain vers une société mieux structurée, on a besoin de l'école. Vous savez, moi, je suis une pupille de la nation. Hein. Moi, mon père est mort quand j'avais 8 ans. J'ai été élevé par les amis de mon père à Poto-Poto. Je partais à l'école sans savoir que demain, je serais le médecin que je suis aujourd'hui. Mais il faut faire des efforts. Donc, on peut faire cet effort-là. Donc, ça veut dire que si on remet notre école à l'endroit, parce qu'aujourd'hui, notre école est malade, depuis des années, nous aurons une meilleure société. Vous savez qu'un pays comme le Costa Rica n'a pas d'armée. Vous le savez, non? Le Costa Rica n'a pas d'armée. Oui. Le Costa Rica n'a qu'une police. Et l'argent qui était orienté vers l'armée va vers l'éducation, va vers la santé. Est-ce que vous savez que les Américains les moins fortunés vont se faire soigner au Costa Rica et que ce pays offre la même qualité de soins que celle qu'on trouve aux États-Unis? C'est parce qu'on a fait des choix. Vous voyez? Donc, si on fait des bons choix, je présume que les hommes politiques y réfléchissent, ils vont certainement les faire. Moi, je ne suis pas un homme politique, je n'ai aucune compétence là-dessus. Il faut laisser la politique à ceux qui ont le mérite de la faire. S'ils font la bonne politique, demain, on peut avoir une bonne école, demain, on peut avoir des bons hôpitaux, demain, on peut avoir des bonnes structures numériques, demain, on peut avoir l'Internet à foison, comme je l'ai ici en Belgique, où ça ne s'interrompt jamais. Vous voyez? Donc, c'est une question de volonté. Et je crois que le pays qui est en train de passer un moment assez difficile, parce que avec la baisse du coût du baril de pétrole, on a connu des secousses assez terribles. Il faut attendre que cela se relève un tout petit peu, qu'on sorte du Covid, pour voir comment le pays va se comporter. Ce n'est pas la langue de bois, hein, ce n'est pas dans ma nature. Je ne suis pas un homme politique. Donc ne dites pas que je suis en train de pratiquer quelque chose, ça ne m'intéresse pas. La politique, ce n'est pas mon cas. Moi, je fais partie des hommes qui doivent faire avancer la science et je ne m'en tiens qu'à ça. Le reste, ça ne me regarde pas. Vous voyez? Donc, si on veut, on peut changer un pays. Vous voyez un pays comme le Rwanda. Vous voyez le Rwanda? Oui. Vous connaissez le Rwanda? Tout à fait. Oui. Le Rwanda est un pays extrêmement pauvre. Après le génocide rwandais, c'est-à-dire qu'il y a moins de 20 ans, ce pays a totalement changé. Demain, vous aurez des écoles de la Silicon Valley qui vont s'implanter au Rwanda. C'est-à-dire que nos enfants iront étudier au Rwanda. Le Rwanda devient aujourd'hui un modèle de développement pour l'Afrique. Vous voyez? Mais nous, on peut faire la même chose, hein, parce que nous sommes plus riches que le Rwanda. Et croyez-moi, le Congo, dans 10-15 ans, fera peut-être mieux que le Rwanda. Et on compte sur vous pour aller construire le pays. Oui, on est d'accord, vous comptez sur nous, mais moi, j'aurais une autre question, c'est quand vous nous peignez ce tableau avec un espoir derrière, il y a au Congo une école de formation qui s'appelle l'INSA, qui forme les médecins congolais. Vous nous dites qu'au Congo, il y a des médecins de très bonne qualité, donc nous en sommes fiers. Donc, si on comprend bien, c'est un problème de volonté politique pour pouvoir gérer les ressources humaines et donner les moyens aux gens. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le concept de la kakistocratie. C'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir élever les cancres en lieu et place des meilleurs. Ah oui, ça. Expliquez-nous. Bon, alors, vous considérez qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans certains pays africains, notamment au Congo? Ben bien sûr. Ah, dans le Congo. Le Congo n'y échappe pas. Oui, vous savez que les imposteurs, on les trouve partout. Hein. Oui. Et les imposteurs sont très violents. Hein. Oui. Quand quelqu'un n'a pas la connaissance, quand quelqu'un n'a pas la science, il a tendance à devenir un vrai mandarin, c'est-à-dire un patron, il est difficile. C'est ça les imposteurs. Oui. Parce que quand quelqu'un a étudié normalement, quand quelqu'un a du jus, a de ce qu'on appelle la bouteille, la personne est ouverte aux autres. Parce qu'on ne s'élève qu'à travers la contradiction des débats.
Vous comprenez ça? Oui. Si vous n'acceptez pas la contradiction, si vous n'acceptez pas le débat, vous ne pouvez pas vous améliorer. Même vous-même, quand on est père de famille, le soir avant de dormir, on doit faire le point de la journée. J'ai dit ceci à mon fils, est-ce que je lui ai bien parlé? J'ai dit à mon épouse, est-ce que je lui ai bien parlé? C'est ça la vie d'un homme. Vous voyez? Pour revenir à l'INSA, moi je suis un produit de l'INSA, je suis de la troisième promotion de l'INSA. Oui. Je ne dis pas que je suis excellent, meilleur, mais je crois que je ne suis pas un cancre. Sinon, ça se saurait. Bon, l'INSA forme des bons médecins. Oui. Très bons médecins. Quand vous allez en France, quand vous voyez la plupart des choses de service en Ile-de-France, là, mais ce sont des Congolais, ce sont des gardes de l'INSA. Ce sont mes petits frères. Et ils sont très bons. Le jour où on leur donnera les moyens pour s'exprimer, le jour où on dira, écoutez les gars, ne restez plus dans ces pays-là parce que l'avenir du monde, c'est l'Afrique. Revenez pour qu'on bâtisse notre pays autour d'un idéal commun. Oui. Nous avons des enfants à former à l'INSA. Croyez-moi que la médecine va prendre de l'envol sérieusement dans notre pays. Oui. Alors, nous avons des médecins de très très bonne facture. Ce qui veut dire qu'on a aussi des cadres dans tous les domaines, parce qu'on peut étendre la médecine dans les autres domaines de la société, dans les autres domaines économiques. Vous avez vu, vous, les mouvements sociaux qui sont produits en Europe, le mouvement Black Lives Matter avec ce qui se passe en France, où les jeunes, comme on dit, issus de l'immigration, où les Africains d'origine se sont un peu, on va dire entre guillemets, révoltés. Est-ce que vous ne craignez pas que l'Afrique, et je ne veux pas rentrer en politique, mais que l'Afrique, il y a aussi en Afrique ce mouvement de jeunes qui considèrent que l'Afrique n'évolue pas, ça stagne, et que peut-être que, ils vont eux aussi commencer à demander des changements en Afrique pour que les choses aillent plus vite. Mais qui peut résister face à un changement? C'est une dynamique, cher ami. Oui. Ce que nous pensions il y a 50 ans n'est plus la même chose aujourd'hui. Tout ça, il faut le suivre dans un contexte temporel. Vous savez, on naît et on meurt. Tout à fait. Nous sommes tous des êtres humains fragiles. Si vous avez compris ça, si vous avez compris la fragilité humaine, vous ne pouvez que tendre vers une société fraternelle et solidaire. Vous comprenez? Oui. Si vous voulez être solidaire et fraternel, ça veut dire que vous devez écouter les autres et commencer à écrire les pages nouvelles pour les jeunes générations. Il faut le faire. Parce que si ce n'est pas fait, la violence est quelque chose qu'on contient difficilement. Mais nous avons suffisamment d'outils pour que les jeunes qui vont venir demain en Afrique puissent continuer les œuvres que leurs anciens ont commencées. Pas casser, parce qu'on ne bâtit rien sur la casse. Non. Il faut améliorer et progresser. Donc, je ne suis pas inquiet de la vague de nos enfants ou de nos petits-enfants qui vont arriver demain en Afrique. Nous ne serons peut-être plus de ce mandat, on les verra d'autres temps, mais on sera heureux de ce qu'ils feront de notre continent. Et j'en suis certain. M. Gaïno? Oui, professeur, vous avez parlé de nos cadres qui sont ici. Mais il y a 2 ans ou 3 ans, nous avons vu les médecins de la diaspora aller au Congo. Certains ont même eu à faire des visites à Pointe-Noire, à Brazzaville, reçus par le président de la République. Quelle est votre opinion là-dessus, sur ces visites, et qu'est-ce que ça a rapporté au Congo aujourd'hui? Vous voyez, quand on parle de ces questions-là, ça me fait sourire. J'ai un ami qui est le professeur Moukassa, oui, qui est aujourd'hui le directeur général de l'hôpital d'Oyo. Ce n'est pas pour me vanter, je crois que l'idée vient de moi. D'accord. C'est moi, Kwambon, qui ai commencé à parler de cette affaire-là. D'accord. Et nous sommes au début des années 2000. J'avais dit qu'il n'était pas normal que nos collègues, nos frères qui sont en Europe ne reviennent pas au pays. Il fallait trouver des mécanismes pour qu'ils reviennent au pays. Et on a commencé à faire ce travail-là. Bon, il faut toujours des pionniers. Quand on fait partie des pionniers, c'est toujours bien. Mais parce que quand on est pionnier, on rentre dans le contexte des savants. C'est ça, hein. Un savant, c'est celui qui est pionnier, c'est celui qui réfléchit avant les autres. Mais qui est Nous, on a fait ce travail-là. Qui est beaucoup critiqué aussi, quand il est incompris. Mais bien sûr, mais le savant, il ne s'élève qu'à travers la critique, sauf s'il est niais. Voilà, si vous êtes niais, vous pouvez être un savant. Oui. Voilà.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, nous, on a commencé ce travail-là et ça a été une fierté que de voir le chef de l'État recevoir ses frères à Brazzaville. Mais je n'y étais plus. Parce que nous avons la manie au pays. Quand vous commencez une affaire, plus on en parle, alors les autres récupèrent l'affaire, ils font la main et ils vont les vendre. Ils ont fait. Bon. Est-ce que les termes de référence qui étaient les nôtres étaient les certainement non. Mais je crois qu'il faut relancer ce débat-là. On a besoin de ces médecins chez nous pour reconstruire le tissu sanitaire du pays, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Le système sanitaire du Congo est totalement dégradé. Il est devenu obsolète. Il a été quelque chose modèle des années 20, 1920. Il faut écrire quelque chose qui s'arrime à la modernité et qui va vers l'intelligence artificielle. Donc, on a besoin de ces hommes et femmes au pays pour bâtir une nouvelle société de la médecine. Donc, mais quel a été le rapport? Quel a été le rapport? Parce que l'apport a été négatif parce qu'ils ne se sont pas accordés. Ils ne se sont pas accordés parce qu'aucun médecin n'est rentré à l'issue de cette démarche-là. Le président avait mis beaucoup de moyens à leur disposition pour qu'ils aillent regarder les hôpitaux à gauche à droite, pour voir ce qui manquait et qu'on nous fasse des propositions. Mais je ne sais pas à quel niveau s'est située la difficulté, mais et puis plus personne n'en a parlé. Mais je crois vous faites bien de relancer ce débat-là. Mais il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Celui qui a commencé le débat, c'est votre interlocuteur et n'en déplaise à ceux qui m'écoutent. Voilà. D'accord. Alors, professeur, il y a un plan au Congo qui parle de 12 hôpitaux généraux, donc 12 hôpitaux universitaires. La crise a ralenti ces travaux, paraît-il. Vous, aujourd'hui, vous estimez que le lien entre les hôpitaux, les dispensaires qu'on avait à l'époque, il y a 20 ans, parce qu'on voyait souvent, il fallait d'abord passer par le dispensaire pour aller à l'hôpital. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, toutes ces structures-là existent encore ou bien elles sont toutes à refaire avec l'arrivée de ces 12 hôpitaux? Bon, les 12 hôpitaux ne sont pas encore fonctionnels. Ils sont en construction. Il y en a qui sont arrivés à hauteur de 80% de leur exécution. Je crois que si la manne pétrolière revient, on va certainement terminer tous ces hôpitaux. Oui. Mais on peut avoir des hôpitaux. Si vous n'avez pas les hommes, comment voulez-vous les animer? Et l'équipement nécessaire. Voilà. Vous pouvez construire autant d'amphithéâtres que vous voulez, mais si vous n'avez pas formé les hommes pour les animer, ça ne sert à rien. Pendant que vous faites des hôpitaux, engagez un plan de formation massif, un plan massif de formation. Je crois savoir qu'il y a des élèves, il y a des Congolais qui sont à Cuba pour ça. Oui, bien sûr, mais écoutez, il faut qu'ils terminent leurs études, qu'ils viennent et qu'on les engage. Mais c'est une bonne chose qu'on ait formé autant de jeunes médecins à Cuba. Il faut encore en former davantage. Est-ce qu'à Ikwasende, là-bas, dans les plateaux, vous avez un médecin? La réponse est non. Il faut qu'on ait des médecins un peu partout, non? Vous ne pensez pas? Tout à fait. Oui, mais comment faire pour faire revenir tous nos médecins? Parce qu'aujourd'hui, quand on parcourt les hôpitaux d'Europe, il y a beaucoup de médecins congolais, en France par exemple, ou en Belgique. Vous avez beaucoup de médecins congolais. Je comprends votre impatience et vous qui posez la question avec récurrence, ça veut dire que vous avez des idées. Mais toutes les idées doivent être mises sur la table pour qu'on regarde ensemble. C'est pas l'affaire que des politiques, c'est l'affaire de tout le monde. Que doit-on faire pour que nos médecins reviennent? Parce que nombreux ont bâti des familles en Europe. Tout à fait. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, et les enfants qui sont à la faculté. Moi, en Belgique ici, j'ai des enfants. Bon, il y en a un qui travaille, il y a un autre qui va commencer l'université. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un à la maison. Mais moi, je suis parti, j'ai laissé mes enfants avec leur maman. Donc, je n'ai pas vu mes enfants grandir. Je suis allé me consacrer à mon pays, et d'ailleurs, qui m'a rien donné. Voilà, il faut être clair. J'ai tout donné à mon pays ne m'a rien donné. Je suis resté aussi misérable que je l'étais avant. Non, il vous a donné la formation. Donc, il vous a donné la formation. Oui, la formation, je l'ai eue, cher ami. Moi, ça fait 37 ans que je suis médecin, je crois que j'ai déjà payé ma part. Voilà. Mais je continue à servir mon pays. J'aurais pu gagner mieux, hein. Quand je vois ce que j'ai comme broutilles, comparé à ceux qui ont des petits BTS, je me dis que est-ce que j'ai bien fait d'être rentré, hein? Bon, peu importe. Ça, ce n'est pas le sujet. Tout à fait. Hein? Il y a des gens qui ont trouvé le raccourci en faisant de la politique pour gagner de l'argent. Je ne pense pas que ce soit intelligent. Voilà. Ouais. Donc, pour revenir à votre question, je crois que tout le monde doit s'y mettre, que chacun apporte sa contribution. Est-ce que on doit payer le reste de la dette des maisons des gens qui sont ici pour qu'ils rentrent? Est-ce que on doit loger ces gens-là qui vont rentrer? Est-ce que le salaire doit être élevé? Mais si vous le faites pour ceux qui sont ici,
vous devez faire la même chose pour ceux qui sont à Brazzaville, au Congo. Tout à fait. Vous voyez, pour qu'il n'y ait pas une discrimination. Mais tout ça, on peut réfléchir à ça. Nous sommes un pays riche. Hein. Le Congo est un pays riche. Donc, il y a moyen de réfléchir. La solution ne passera pas par moi, la solution passera par tout le monde. Excusez-moi. Il me semble que les salaires des médecins officiants au CHU avaient été augmentés, non? C'est pas ça? C'est pas suffisant. Alors, moi, je ne me plains pas parce que moi, je relève de l'enseignement supérieur. J'ai un salaire qui me permet de vivre décemment. Mais quand je vois mes assistants, il y en a un qui touche aujourd'hui près de 500 000 francs CFA, c'est-à-dire 750 €. Je ne sais pas si quand on est père de famille, on est docteur en médecine, on a maman et papa, parce que tout le monde sait qu'on avait fait des études. Oui. La solidarité voudrait qu'on accompagne les parents aussi. Est-ce que c'est suffisant pour vivre avec ça? La réponse est certainement non. Parce que là-dedans, vous devez manger, vous devez payer le transport pour vous-même, pour votre épouse, pour vos enfants, vous devez scolariser vos enfants. Mais vous devez payer votre loyer, et après il vous reste quoi? Je ne sais pas. Hein. Je crois que c'est totalement insuffisant. C'est insuffisant. Okay. Il faut réfléchir à augmenter les salaires, pas seulement des médecins, mais les enseignants, mais les ingénieurs. Si vous voulez créer de l'engouement pour la formation d'ingénieurs agronomes, il faut qu'ils gagnent bien leur vie. Tout à fait. Si un ingénieur touche des broutilles, ça ne va pas l'intéresser. Donc, il faut améliorer les salaires à la limite de tout le monde pour que tout ce que nous voulons faire soit rendu attractif. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez pris le devant pour parler ce qu'on allait aborder. C'est ce que font maintenant aujourd'hui on fait en Occident. C'est l'après-pandémie. Les gens voient le monde différemment. Le Congo devrait aussi le voir différemment. Et tout à l'heure, M. Gaïno vous a posé une question, mais vous avez réussi à répondre comme un grand professeur. Moi, je la voudrais plus simple. Vous qui êtes sur le terrain, vous qui avez commencé déjà à initier le lien avec les médecins, moi, je les suis parce que j'étais très intéressé. Je suis toujours dans ce cas de la diaspora. Et j'avais bien vu que les médecins étaient revenus avec des raisons assez simples. Ils ont été déçus par comme vous dites, ceux qui avaient pris le projet, qui avaient pour ambition simple de s'accaparer la manne financière et pas vraiment d'aller jusqu'au bout. Il y a beaucoup de jeunes Congolais quand même quelque part qui sont rentrés au Congo, et j'en connais qui sont au Congo, mais qui sont recrutés et exploités avec des contrats de 3 mois, 2 mois, ou parce qu'ils ne connaissent pas XY, n'arrivent pas à avoir des postes. C'est une réflexion que vous demandez. Moi, mon problème, c'est qui au Congo et à l'étranger fait ce pont avec vous dans le domaine médical? Comment on fait ce pont-là avec ceux qui veulent rentrer ou qui sont rentrés et qui sont déçus? Mais écoutez, nous sommes en train de parler de ça, non? Donc c'est une forme de pont, non? Tout à fait. Vous savez, la plupart des médecins qui sont en France, un peu partout, ils sont de l'INSA, donc ils sont de la même école que moi. Oui. Ils sont des petits frères et nous parlons régulièrement. Oui. Et croyez-moi, ce sont des garçons extrêmement talentueux. Vous voyez, quand vous avez un garçon comme Gangazanzou, qui est l'un des meilleurs d'entre nous en matière de pédiatrie, moi, j'aurais bien voulu le voir à Brazzaville. Quand vous avez un Binouani qui fait la chirurgie cardiaque en France, j'aimerais bien le voir à Brazzaville. Oui. Quand vous avez un Syriac Bon, qui est un grand gastroentérologue en Ile-de-France, j'aimerais bien le voir à Brazzaville. Quand vous avez un Tunda ici en Belgique qui est un grand gastroentérologue, j'aimerais bien le voir à Brazzaville. Donc, le grand frère que je suis fait déjà le pont. Et vous me donnez l'occasion de faire ce pont-là. Donc, on va certainement relancer cette machine. Oui. Et moi, comme je suis en train de tendre vers ma retraite, vous savez, je pars à la retraite dans 3 ans et demi. Je crois que je vais même partir à la retraite beaucoup plus tôt parce que je ne vois pas pourquoi je vais continuer à travailler au-delà de 63 ans. On est fatigué. Ça en fera 40 ans. Il ne faut pas travailler au-delà de 63 ans, je crois. Il faut partir même avant. Sauf si on a des problèmes de misère à gérer, mais je crois qu'il faut partir avant. Non, mais voilà. vous pouvez donc, rester pour apporter votre sagesse. Une fois que je serai à la retraite, je crois que je vais m'inscrire dans ce schéma-là pour voir avec les uns et les autres comment faire pour que nos frères reviennent. Parce qu'il faut qu'ils reviennent au pays. Cette intelligence qui est la leur, il faut qu'ils la mettent à la disposition des parents. On en a besoin. Vous voyez? On a besoin de leur connaissance, de leur performance, de leurs compétences. Et il faut que le politique crée les conditions attractives pour que ces hommes et ces femmes reviennent au pays, servir leur pays. D'accord. Alors, vous avez donc une grande expérience en 35 ans au Congo.
vous avez une expérience avec la Belgique et la France. Moi, j'ai une question à vous poser. Quand vous regardez, comme l'a dit tout à l'heure M. Gaïno, la médecine ou les conditions de médecine des Congolais qui vont étudier au Sénégal, alors que l'INSA, c'est une bonne école, comment on peut expliquer ça que l'INSA, qui était très, très, très coté il y a très longtemps, a perdu cette aura pour que le Sénégal maintenant prenne et forme nos cadres? Non. Je ne peux pas vous laisser dire ça. L'INSA n'a jamais perdu son aura. L'INSA reste une très grande école. Le problème, c'est que nous n'avons pas beaucoup de capacité d'accueil. D'accord. Vous voyez, on ne peut pas accueillir plus de 100 gamins ou bien plus de 150 gamins en première année. Ce n'est pas possible, on n'a pas l'accueil. L'INSA n'a pas encore été... Nous sommes la seule faculté où on n'a pas les locaux qui nous appartiennent. Hein. Nous squattons un des locaux, les locaux de l'I-N-7. Non, le jour où on pourra accueillir 300 ou 400 étudiants en première année, oui. On en formera peut-être 200 tous les ans et on va régler le problème. Mais entre-temps, il y a des gamins qui passent le concours qui ne réussissent pas, mais qui veulent à tout prix faire médecine. Ils vont ailleurs. Ils vont au Bénin, ils vont au Sénégal, ils vont au Maroc, ils vont en RDC. Mais c'est normal. Hein. D'accord. Mais l'INSA reste encore une très bonne école. D'accord. Alors vous avez les Congolais qui vous écoutent aujourd'hui, vous leur dites nos médecins sont très bons, n'écoutez pas ce que disent les gens de la rue, allez vers vos médecins, même avec le Covid-19, venez à l'hôpital, il y a des médecins pour vous traiter, n'ayez pas peur. Absolument. Absolument. Mais encore une fois, c'est le discours, oui. C'est la communication. Il faut communiquer. Vous voyez, moi, je suis en Belgique, j'essaie de gérer mes malades au loin. Dieu merci, j'ai la chance d'avoir des jeunes dans mon équipe qui ont une compétence certainement meilleure que la mienne aujourd'hui parce que je leur ai tout donné. Vous voyez, c'est ça, un maître, il donne tout. Et ils ont l'obligation d'être largement au-dessus de moi. Je crois qu'ils sont en passe de le faire. Donc, j'ai des malades qui sont là-bas, qui m'appellent, qui refusent d'aller à l'hôpital. Donc, je suis obligé de forcer un peu la main pour dire, allez à l'hôpital, ils sont là-bas. Oui. Ne gardez pas votre cancer à la maison, allez à l'hôpital. C'est à l'hôpital qu'on gère ces choses-là, c'est pas à la maison. Oui. Non, il faut que le discours soit amélioré, qu'on rassure les malades, qu'on rassure les populations. Il faut qu'on revoie comment sont gérés les malades du Covid. Il faut améliorer cette gestion-là. Il faut voir comment gérer les cadavres du Covid. Il faut sécuriser ces cadavres-là pour que les gens n'aient pas peur. Voilà. Une fois qu'on aura fait ça, on aura réglé le problème. Oui, professeur, Kayus, excusez-moi, parce que moi j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres. Oui. Quand vous demandez aux gens d'aller à l'hôpital, oui, les gens veulent bien y aller. Moi, je me rappelle bien quand nous étions jeunes, on allait à l'hôpital pour n'importe quoi, on était pris en charge. Mais aujourd'hui, on entend les Congolais se plaindre quand ils vont à l'hôpital, ils ne sont pas pris en charge. Et surtout ceux qui n'ont aucun moyen, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils peuvent rester toute une journée, 2 jours, et les exemples sont nombreux à l'hôpital. Alors, comment voulez-vous demander aux gens d'aller dans un centre où ils ne sont pas pris en charge, où parfois ils sont même obligés de revenir chez eux parce qu'ils ont passé une journée, 2 jours, 3 jours sans être pris en charge? Comment vous pouvez demander aux gens d'aller dans un milieu où ils ne sont pas pris en charge et vous faire écouter? Bon, alors, cette question-là, il faut la poser à la ministre de la Santé parce que c'est elle qui est en charge de la santé des Congolais. Mais c'est vous qui demandez aux gens, d'aller à l'hôpital. Oui, moi je demande aux gens d'aller à l'hôpital pour ne pas... Ceux qui peuvent aller, qu'ils aillent à l'hôpital, quel est leur intérêt de garder la maladie à la maison et mourir à la maison de cette maladie alors qu'on peut peut-être trouver une solution? Professeur, mais quel est l'intérêt d'aller dans un milieu où vous êtes abandonné à vous-même? Mais est-ce que tout le monde est abandonné à lui-même? Mais vous savez que moi, dans mon service, il m'arrive, hein, vous pouvez vérifier, vous appelez Brazzaville, de gérer des malades qui arrivent, on leur donne un lit, et 2 jours plus tard, on ne voit plus un parent, parce que l'hôpital ne nourrit pas les malades. Donc, la famille n'a pas à manger. Mais le chef de service que je suis obligé de les nourrir. Vous voyez? Mais ça, il faut avoir un peu d'empathie pour les autres. Mais je présume qu'il y a beaucoup de chefs de service qui font la même chose. Si on peut, il faut faire. Si on ne peut pas, bon, c'est pas grave. Au moins, on aura essayé. Mais de grâce, que les gens ne restent pas à la maison. Le reste relève de la politique de la santé de la République. Vous avez des hommes et des femmes qui ont été identifiés pour conduire cette politique de santé. C'est à eux de mouiller le maillot, c'est à eux de faire leur job. Nous, on ne va pas faire le job à leur place.
Professeur, vous êtes un homme du métier et aujourd'hui, ce qu'on a constaté en Europe, c'est qu'il y a eu une collaboration entre les différents États. On a vu par un pays comme la France amener les malades en Suisse ou dans d'autres pays parce qu'il manquait des dispositions pour les recevoir. Est-ce que en Afrique centrale particulièrement, est-ce que vous pensez un jour pouvoir établir ce pont? Parce que vous avez beaucoup parlé du pont, non seulement comment faire venir nos frères qui sont ici, mais comment établir ce lien où des spécialistes d'un pays peuvent être déportés dans d'autres pays, dans le cas, puisque actuellement avec les techniques modernes, je pense que cela est possible. Est-ce que vous avez déjà cette idée et est-ce que vous avez commencé à y réfléchir et à y penser? Bon, alors, je vais vous répondre très clairement. Vous savez, nous avons la chance d'avoir en face de chez nous une grande ville qui s'appelle Kinshasa. Cette ville est dense sur le plan intellectuel. Cette ville est dense sur le plan scientifique. Il n'est pas normal que depuis plus de 60 ans que nous n'ayons pas une collaboration. C'est aberrant, mais c'est comme ça. Le début de collaboration, on a commencé là. C'est-à-dire que nous, avec nos frères de Kinshasa, pour parler de la cancérologie, avons organisé les premières journées bi-congolaises de cancérologie. Donc, on a travaillé ensemble. Vous voyez? Donc, c'est un début. Et moi, aujourd'hui, j'ai un étudiant en situation extramuros qui fait l'hémato-oncologie à Kinshasa chez un collègue. Et après, il ira dans un centre de radiothérapie, toujours à Kinshasa, chez un autre collègue. Vous voyez? C'est ce que moi j'appelle la mobilité des candidats résidents. Parce que moi, je suis un formateur. J'ai la responsabilité de former des cancérologues africains. Je dois les envoyer à gauche et à droite. Donc, il me faut trouver des endroits où ils peuvent aller faire leur stage parce qu'on n'a aucun intérêt à avoir un stage monoforme comme ça. Il faut que les gens aillent à gauche, à droite, voir ce que font les autres. Et on a commencé. Et nous avons ce projet-là avec les Gabonais, avec les Camerounais. D'ailleurs, au moment où je vous parle, j'ai 2 médecins en formation chez moi qui sont allés faire des stages extramuros à Douala. Vous voyez, donc on a commencé. C'est le balbutiement. Mais tout ça, ça coûte de l'argent. Vous voyez, là, les jeunes partent, paient leurs billets, n'ont pas de bourse, et c'est pas facile. Mais il faut commencer. Dans chaque affaire, il faut être pionnier. Et moi, j'adore être pionnier dans ce que je fais. Voilà. Donc, on a commencé. Demain, ça va être avec la Côte d'Ivoire, ça va être avec le Bénin, ça va être avec le Sénégal, dans le cadre de la mobilité de nos candidats résidents, oui. Et il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Il faut le faire. Il faut même l'encourager. OK. Et, allô? Oui. Alors, quels sont les rapports entre la médecine moderne, donc classique, et la médecine traditionnelle au Congo? Parce qu'il y a bien des patients qui se retournent vers la médecine traditionnelle pour venir peut-être plus tard, un peu trop tard, vers la médecine moderne. Bon, il ne faut pas dire que nous avons la science infuse. Hein. La maladie, c'est la maladie. Si le malade peut trouver sa guérison chez le guérisseur, pourquoi pas? Alors, ce qui a manqué, c'est cette collaboration. Mais pour collaborer avec nos thérapeutes, il faut qu'ils soient organisés. Je crois savoir qu'ils sont en train d'être organisés à travers le ministère de la Recherche scientifique. Parce qu'il y a un institut de recherche là-bas qui s'appelle l'IRSA. Et je crois que dans les années à venir, peut-être que nous allons pouvoir avoir des passerelles. Pourquoi pas? Il faut, je l'encourage très fortement. Bien au contraire, il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble. Parce que nous avons des choses à tirer de notre pharmacopée. Pourquoi pas? Il y a des plantes qu'on peut développer chez nous et de même produire nos propres médicaments. Pour revenir à cette histoire des médicaments, il faut faire extrêmement attention. Parce que l'Afrique est totalement dépendante des pays comme la Chine, l'Inde. Vous savez, si vous n'êtes pas indépendant sur le plan de la consommation, vous êtes un peuple qui peut être sacrifié demain. Vous savez ça? Oui, on l'a vu. Vous suivez le professeur Obenga qui nous rappelle et qui nous ramène parfois à l'ordre pour nous dire qu'attention, on a été colonisé hier, on peut nous être recolonisé. Tout à fait. On a été mis en esclavage hier, on peut nous être mis en esclavage. Si on n'a pas besoin de nous, pour ne pas être pessimiste, pour être pessimiste plutôt, on peut nous liquider. Hein. On peut liquider à travers des médicaments que nous consommons, parce que ça vient pas de chez nous.
Donc, faisons l'effort demain de produire ce que nous consommons. Et ça, c'est un vœu. Il faut que nous arrivions à consommer ce que nous produisons. Vous ouvrez vraiment beaucoup de champs, hein? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail. Ah, mais écoutez, il faut ouvrir tous ces champs-là pour que les jeunes qui nous écoutent demain s'y engouffrent et fassent le boulot. Oui, 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 il faut que les jeunes... Si on peut éveiller les consciences, pourquoi pas? Comme vous dites, il faudrait que ces jeunes... Oui, M. Gaïno? Comment? M. Gaïno? Oui, je dis, il faudra bien, c'est ce que nous sommes en train de faire, par exemple, en vous posant ces questions, parce que aujourd'hui, le problème de nos pays africains, justement, concerne surtout la production, parce qu'on ne produit rien, on importe tout, et on sait que ce qu'on nous envoie, c'est jamais contrôlé, il n'y a aucun organisme qui contrôle, donc on est pratiquement, si vous voulez, soumis à subir tout ce qu'on ne voudrait pas subir, mais on nous l'impose. Donc, il faudrait justement, au niveau de nos pays, penser au moins à la production d'abord, produire au moins ce que l'on consomme. Oui, mais il y a des pays qui le font. Hein. Un pays comme le Cameroun essaie de consommer ce qu'il produit. Hein. C'est pas compliqué. Nous avons des terres qui sont extrêmement riches. Vous savez que dans 15-20 ans, les Européens vont débarquer chez nous pour venir faire l'agriculture chez nous. Hein. Parce que nous avons des sols et des terres vierges. Donc, il faut commencer. Il faut développer ce que moi j'appelle l'industrie agro-pastorale et se libérer du dictat économique occidental. Il faut le faire. Bon, ce n'est pas un discours panafricaniste. Attention, hein, je ne suis pas trop panafricaniste, même si je ne le suis pas à mes heures perdues. Mais je crois que l'Afrique doit s'émanciper. L'Afrique doit consommer ce qu'elle produit. L'Afrique doit produire des intelligences sur son territoire. Et nous avons l'obligation, nous qui sommes les anciens, nous qui sommes en train de partir, de créer les conditions pour que ceux qui vont prendre le relais fassent ce travail-là. Et c'est important. Professeur, moi j'ai une question à vous poser. Vous allez m'excuser, mais je vais aborder un tout petit peu le volet politique. Quand on voit toutes ces pesanteurs qui font que l'Afrique est critiquée, est en retard par rapport à tous les autres continents, on se dit qu'il y a quand même un problème au niveau politique, parce que tout est une volonté politique pour que les choses changent et que ça accélère. Est-ce qu'à un moment donné, pas vous, mais d'autres comme vous, vous dites pas, peut-être qu'à un moment donné, pendant la retraite, il faut peut-être aller un peu en politique pour faire bouger tout ce qui ralentit, tout ce qui pousse les jeunes à dire que l'Afrique, parce qu'on a des enfants qui pensent que l'Afrique, c'est fini, c'est pas la peine, tant qu'on aura des dirigeants qui vont pas bouger. Est-ce que vous pensez pas que... Monsieur, mais moi je serais un très mauvais politique. Parce que la franchise qui est la mienne, moi je suis un homme droit, je suis pas un tricheur. Oui. Mon éducation m'interdit d'être un tricheur. Ce que j'ai vécu enfant fait de moi un homme digne, un homme qui doit dire la vérité et rien que la vérité. Oui. Est-ce que j'aurais l'aisance souhaitée pour commencer à tricher avec moi-même, à développer la langue de bois, à mentir, à raconter parfois tout et n'importe quoi? Non, il faut laisser la politique à ces gens-là, ils ont le talent pour faire ça. Moi, je suis pas un homme politique. Et puis, franchement, la politique ne m'intéresse pas, quoi. C'est pas mon... Je trouve que faire la politique, c'est porter une veste rétrécie. Non, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'être contredit, parfois même violemment, sans pourtant que cela puisse porter préjudice sur mon contradicteur. Or, le politique est parfois manichéen, parfois violent, parfois brutal, et parfois même très salopard. Donc, je n'ai pas besoin de revêtir ces qualificatifs-là. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord. Monsieur Gaïno, lui, c'est un politologue. Monsieur Gaïno, qu'est-ce que vous pensez? Écoutez, à chacun son métier. C'est la politique, c'est déjà une vocation. Il faut vouloir la faire. Et on la fait parce qu'on a des idées à mettre à disposition des autres, des réalisations. Et vous avez à côté les techniciens. Il faut bien que chacun puisse s'occuper de son créneau. On ne peut pas tous faire la politique, même si au Congo, c'est devenu une voie de réussite, ce que j'appelle l'ascenseur social. Les gens réussissent par la politique sans le moindre effort. Et c'est ça, c'est très bien dit, ça. L'ascenseur social, c'est très bien dit. C'est bien imagé. Merci beaucoup. C'est ce qui cause notre retard aujourd'hui. Il faut que les gens apprennent à connaître ce que c'est que le mérite. Parce que quand tu as quelque chose que tu as mérité, lorsque tu as travaillé, tu as sué pour avoir ça, tu en es fier.
Et lorsque tu partages, tu es fier parce que c'est le fruit de ton travail. Mais si c'est quelque chose que tu reçois comme ça, là, qui tombe dans les bras, que tu prends quand tu veux, tu ne souffreras pour l'avoir, je crois qu'il n'y a pas une fierté. Et Kadhafi, d'ailleurs, disait que pour que les autres puissent vous regarder face à face, il faut que vous soyez considérés. Vous êtes considérés par rapport à ce que vous êtes, ce que vous faites pour les hommes. Qu'est-ce que vous faites pour votre peuple? Qu'est-ce que vous faites pour les autres, pour votre pays, pour le monde entier? C'est ça d'abord, être leader, c'est avoir des idées pour le monde, pour le peuple, pour les autres, pas pour soi-même. Quand on fait tout pour soi-même, on est rien, on n'est pas considéré. Alors, question, professeur Mbom, M. Mgaino. Écoute, professeur, on a été très content de vous recevoir, mais j'aimerais, pour cette dernière question, vous poser une question un peu politique. Est-ce que cette pandémie, d'après vous, va changer quand même cette façon de faire dans notre pays d'abord et au niveau aussi de la sous-région? Alors, si on n'a pas compris qu'après le Covid, le monde doit changer, ça veut dire qu'on a un problème avec soi-même. Parce qu'aujourd'hui, il faut tout faire pour remettre l'homme au centre du débat. Il faut remettre l'homme au centre de tout ce que nous faisons. La finance, l'économie doivent servir à l'émancipation de l'homme, doivent faire en sorte que l'homme soit heureux. Vous voyez? Parce que hier, avant la pandémie, c'est le monde de la finance, c'est le monde de l'argent. Ceux qui ont le plus d'argent écrasent les autres. Mais le Covid est venu nous rappeler que nous ne sommes rien. Vous voyez? On a dit confiné, on a confiné. On a dit plus personne dans les rues, plus personne dans les rues. On a dit plus d'avions, plus d'avions. Vous voyez? C'est une petite bestiole, hein? Donc, il faut qu'on comprenne que le monde de demain ne peut pas être le monde d'aujourd'hui. Il faut que ceux qui ont le maximum, ceux qui ont de l'argent, encore que j'espère qu'ils le gagnent honnêtement, parce qu'en Afrique, on voyait les gens qui ont de l'argent, c'est parfois des voyous, des bandits. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour avoir cet argent-là. Mais qu'ils le mettent à la disposition des moins nantis, qui accompagnent les autres. Les autres ont besoin de cette solidarité-là. Si vous avez de l'argent, n'allez pas le planquer dans des paradis fiscaux. Créez des emplois au pays, faites l'agriculture, nos gamins vont aller travailler. Vous voyez, si vous faites de l'agriculture, vous amenez Internet en Gobana chez moi, les gens ne viendront plus à Brazzaville. Vous voyez, donc il y a moyen de fixer les gens là où ils sont. Mais cette pandémie doit servir à ça, c'est-à-dire remettre l'homme au centre. Voilà. Je suis heureux d'avoir suivi le discours de M. Gaïno parce que là, c'est à la limite un petit coup qu'on m'avait fait et j'en suis flatté. Parce que il est rare d'échanger comme ça. J'espère que nous aurons l'occasion d'avoir ensemble un commerce intellectuel pour continuer à changer, pour réfléchir. Pas pour changer le monde, mais pour jeter les bases, des petits changements comme ça parce qu'on en a besoin. Oui. Alors, professeur, nous arrivons à la fin. Je vous donne deux questions. La première, vous avez des jeunes qui, demain, vont passer le bac au Congo au mois de juillet. Si ils vous disent, pour ceux qui aspirent à devenir des médecins, qu'est-ce que vous leur dites? Alors, d'abord, moi, je suis pour ne pas exiger que quelqu'un fasse médecine ou quoi. Non. Moi, je suis père de famille. Mes enfants font ce qu'ils veulent. Oui. Je vous rappelle que j'ai un gamin qui avait commencé la médecine ici en Belgique. Il est arrivé en 3e année et quand il a vu ce que moi j'ai gagné en Afrique, il a dit papa, moi j'arrête, il faut faire autre chose. Aujourd'hui, il est devenu ingénieur commercial et il veut refaire la médecine pour s'amuser. Bon, ouais, donc ça dit qu'il ne se prend même pas au sérieux. Donc, s'il y a des jeunes qui passent le bac, qui veulent faire la médecine, ben ils font la médecine. Hein, mais il n'y a pas que la médecine, il y a d'autres métiers. C'est parce que chez nous, l'horizon n'est pas très très clair. Sinon, il y a beaucoup de métiers du futur, les métiers du digital. Ce sont des métiers d'avenir, ça. Voilà. Tout à fait. Et ceux qui veulent faire médecine, pourquoi pas. D'accord. Alors, nous arrivons à la fin. Nous avons pris 10 minutes de plus. Je vous donne la parole. Vous avez des auditeurs qui vous écoutent. Votre mot de la fin, professeur. Oh, vous savez, les mots de la fin, j'aime pas trop les mots de la fin, sinon on s'en sortira pas. Oui. Non, je voudrais simplement dire qu'il faut que le Congolais croit en lui. Il faut que le politique pense à la politique. Il faut éviter qu'il y ait cette transhumance des hommes de science vers la politique pour aller servir des intérêts parfois inavoués. Vous voyez ? Il faut que chacun reste dans son camp
pour faire la promotion du pays. Il faut que nous nous battions tous ensemble pour bâtir ce que moi j'appelle une société fraternelle et égalitaire. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons le Covid qui tue les gens. Nous avons beaucoup de malades qui décèdent. Est-ce que nous sommes tous égaux face à la mort? La réponse est non. Si nous ne sommes pas égaux face à la mort, nous le sommes encore moins face à la maladie. Vous voyez, ma maman me disait, paix à son âme, que dans un troupeau de moutons, dans une prairie, et pourtant, ils sont tous ensemble, ils n'ont pas le même prix. Parce qu'il y en a qui sont gras, qui coûtent plus cher, il y en a qui sont maigres, qui coûtent moins cher. Merci. Merci beaucoup, professeur. En tout cas, très heureux de vous avoir eu. Nous sommes toujours là, nous serons ouverts. Quand vous avez quelque chose, un message, passez, vous pouvez venir nous voir, nous parler. Nous sommes là et nous espérons que ça participe à aider nos frères et sœurs qui sont au Congo, qui sont en Afrique, pour comprendre que tout ce que nous voulons, c'est que l'Afrique soit désormais un continent qui gagne, un continent qui se développe. À très bientôt. Monsieur Gaïno, je vous remercie. À la prochaine. Nous avons Monsieur Mawel lundi prochain. Et donc, à lundi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.